présentation. Euh, donc, sur cette première table ronde, donc, je souhaitais que, voilà, le titre lui-même de la table ronde, c'était les fouilles, donc, archéologie, de la contemplation à l'intégration paysagère. Voilà, de la contemplation qui est ce moment où on découvre, on déterre, on est stupéfaction, on est enchanté. Et puis ensuite, il s'agit de savoir comment. Alors, on a eu un certain nombre de cas de figure ce matin, qu'il s'agisse du Jardin des Vestiges de Marseille. On vient de voir le cas d'Avanches. On a vu. Alors, le cas ancien qui me paraissait extrêmement emblématique, vraiment pour toute la journée, celui de Nîmes, bien sûr, où l'ingénieur maréchal intervient d'une manière assez profonde. Alors là, je ne sais pas s'il a passé vraiment beaucoup de temps à contempler, en tout cas, il a relevé, on a bien vu, hein, les tracés en jaune. Voilà, ces éléments qui sont là. Et également, j'oublie également, bien sûr, les cas présentés par Paul Barnoux également, alors plus nombreux. Voilà, sur ces différentes matières, ou bien sur cette question entre observation, contemplation, méditation également. Je crois que c'est intéressant, bien sûr, la méditation. On pense évidemment à toutes les théories sur les ruines. Nous aurons du reste tout à l'heure l'intervention de Alain Schnapp, vous savez, l'auteur de l'ouvrage que vous savez sur les ruines des origines à nos jours quasiment, de la Mésopotamie. Voilà. Qui souhaite prendre la parole parmi si nombreux que nous sommes? Peut-être, on commence par, dans un souci de parité, pas très bien compris de ma part, est-ce que la parole aux dames pour commencer? Est-ce que Chloé peut-être? La plus jeune? On va sur le plus jeune. On vous écoute bien, bien volontiers. Invitation et c'est vrai que je me suis. Vous m'entendez? Il faut parler plus près, rapprocher, c'est plus sûr. Voilà. Celui-là? Oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je suis très honorée de participer à cette table ronde. Et je me suis demandé un peu, parce que moi j'ai travaillé sur des périodes beaucoup plus finalement anciennes que ce qu'on vient de voir là dans les présentations qui viennent d'être faites et qui sont passionnantes. Mais il y a quand même une permanence, je trouve. Donc moi j'ai travaillé sur les architectes un peu pionniers, des artistes pionniers qui vont se trouver confrontés à des ruines, vraiment un champ de ruines dans la Rome de la Renaissance. Et plus que peut-être une posture contemplative, c'est une posture interrogative qu'on va retrouver ici. On l'a vu avec cet ingénieur. Alors, est-ce qu'il a contemplé ces ruines, mais il les a interrogées, il les a décrites et il les a documentées, même si derrière il les a aussi beaucoup transformées finalement, en tout cas réintégrées dans un projet contemporain. Et il y a une permanence en fait avec ces architectes de la Renaissance qui réceptionnent, qui s'approprient en fait ces ruines et qui vont les documenter pour les comprendre, mais aussi dans un souci d'une forme de conservation graphique, déjà à l'époque, face à des ruines qui sont en fait en cours de destruction, en cours de découverte et parallèlement en cours de destruction, ce qui rejoint aussi aujourd'hui cette nécessité de cette question de la conservation des ruines et comment techniquement on le fait. En tout cas, voilà quelques idées sur cette permanence des interrogations et des nécessités de documentation et de projets. Mais je crois que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus, parce que vous aviez communiqué des relevés polychromes qui en disaient très long sur l'attitude justement de certains de ces architectes lâchés dans les ruines. Alors, on n'arrive peut-être pas à les montrer, je ne les ai pas sous la main, mais vous voulez les commenter peut-être? Oui, je vous ai envoyé quelques images du Codex Barberini de Giuliano da Sangallo, donc, qui sont des relevés, mais des relevés présentés aussi, pas seulement dans la mesure, sur un dessin totalement orthogonal, architectural, mais avec des ajouts d'un peu de polychromie et de dessin où on voit en fait presque la ruine en action, presque une espèce de superposition d'un état actuel et d'un état restitué de ce qu'était le monument. C'est-à-dire ce sont des dessins un peu à double lecture, où on voit aussi un intérêt pour le matériau. Donc cet architecte a une réflexion sur la technique constructive, pas seulement sur la forme, le plan ou l'élévation. Et également, il montre par là, j'ai l'impression, un petit peu la difficulté du relevé et de la compréhension. Voilà, quand il montre des éléments un peu informes ou quelque chose, une ruine presque en action, il dit aussi, voilà ce que j'ai devant les yeux et comment je l'interprète.
Merci d'éveiller chez nous un sentiment de frustration totale, puisque nous ne voyons pas ces documents, mais c'est promis. Dans le courant de l'après-midi, pour la table ronde de cet après-midi, nous présenterons un ou deux avec, vous les sélectionnerez et nous les montrerons. Est-ce que Florence Babix, tu veux prendre la parole? Tu as un micro près de toi qui permet de le faire facilement? Que j'ai un micro? Oui, on t'entend, je crois. Merci. Moi, j'ai trouvé que toutes les présentations de ce matin étaient vraiment très, très intéressantes parce qu'elles montrent tout un éventail de possibilités et de la richesse finalement de ce sujet. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la façon dont, à la fois sur le sujet, le premier sujet, donc à Nîmes, et puis le dernier sujet en Suisse, comment est-ce qu'à partir de vestiges antiques ou autres, on arrive à des projets d'urbanisme et comment ces deux dimensions finalement se nourrissent et font émerger à la fois la mémoire des lieux ou des gens, des événements, et à la fois permettent à l'architecte ou au créateur de faire un projet de création véritablement et oui, de projet vers le futur et vers l'utilisation de ces lieux. C'est cette dimension-là que je trouve particulièrement intéressante d'une façon générale. C'est un peu ce que j'enseigne au cours de Bulgarie, où je m'étais intéressée notamment, comme je t'avais dit, à l'œuvre de José Plesnik, qui lui aussi a une approche que je trouve particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'il a été protégé au patrimoine mondial récemment. Enfin, son œuvre justement au niveau de l'urbanisme et au niveau des aménagements des villes. Voilà, c'est cette dimension-là que je trouve extrêmement intéressante et qui est peut-être effectivement pas toujours prise en compte et étudiée. Cette idée, oui, nous sommes un noyau à partir duquel les choses peuvent proliférer. On finit par trouver que des ensembles comme Versailles, l'ancienneté du château n'est pas grand-chose par rapport à ces aménagements à partir soit de l'amphithéâtre à Avenches ou bien le cas. Oui, c'est vrai. Il y a une structuration qui est à faire émerger et à laquelle on peut raccrocher en plus d'autres mémoires, des vues vers des points importants. Dans l'œuvre de Plechnik, c'est très visible, c'est très mis en valeur et j'ai trouvé que les exemples qu'on voyait ce matin illustraient pas mal ces possibilités. À quel exemple de Plechnik tu penses? À quel ensemble tu penses? Alors, spécifiquement? Particulièrement au château, les aménagements du château de Prague, hein, où il y avait vraiment une volonté aussi politique hein, qu'il arrive à faire émerger. Il y a les aménagements de Ljubljana, où par petites touches, il arrive à donner une lecture de l'histoire et à faire une œuvre de création majeure, hein, son pont, son triple pont, des choses comme ça. C'est vraiment ce sont des exemples à faire connaître et qui sont très inspirants parce que à la fois ils se raccrochent au passé et à la fois ils se projettent vers l'avenir. Merci Florence. Je crois que Benjamin, tu dois bientôt partir. Donc on te donne peut-être la parole. J'oubliais ça, c'est impératif. Benjamin Mouton. Merci, c'est très gentil. C'était extrêmement intéressant ce matin et merci infiniment d'avoir organisé d'abord cette confrontation et puis aux intervenants d'avoir montré à la fois beaucoup d'approches dans lesquelles la poésie était plus ou moins exprimée et plus ou moins forte. La première chose qui me paraît importante, c'est de distinguer, une question de vocabulaire d'abord, distinguer un vestige d'une ruine. Un vestige, ça peut être un bâtiment
qui est encore construit. Un vestige, par exemple, c'est à Cluny, il reste encore une partie de l'abbatiale. C'est un vestige, ce n'est pas une ruine, il y a encore son toit, et donc il est stable, il est incomplet mais stable. En revanche, une ruine, c'est un élément, un ouvrage qui a perdu ses protections et qui est donc dans un état de conservation précaire, qui pose les questions de conservation, qui pose la question, la prise en compte de la disparition, et qui pose évidemment la question de la mémoire. Jusqu'à quand faut-il conserver visible quelque chose? Donc c'est la mémoire d'aujourd'hui par rapport aux vestiges d'hier et par rapport à la mémoire de demain. À quoi serviront ces vestiges demain? Alors, ça pose bien la question de qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs. Alors, soit on se place du côté de l'architecture. On dit on veut renforcer l'évocation de l'architecture, on veut renforcer la lecture de l'existant, on veut faire parler les traces en quelque sorte. Alors, évidemment, quelquefois, les traces ne sont pas suffisantes pour parler d'elles-mêmes, donc on va les renforcer. C'est la question des reconstructions. Est-ce que c'est avec les mêmes matériaux, d'autres matériaux? Ça pose la question aussi à la fois de la lisibilité, de l'harmonie, de l'homogénéité, du résultat final. Est-ce que ça sera une architecture ou des collages? Et puis, ça pose la question aussi, qui est presque un petit peu théorique, plus théorique d'ailleurs que réellement possible matériellement, c'est la question de l'anastylose, qui est très séduisante du point de vue de la technique, puisqu'on prend une pierre qui est tombée pour la mettre sur le mur d'où elle vient, et qui va beaucoup plus loin ensuite sur le plan matériel. Alors ça, c'est la première question, renforcer l'évocation de l'architecture. Je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe, il s'agit bien de rendre à l'architecture des moyens de son expression, donc c'est une question de construction, d'addition, d'ajout, etc. La deuxième question, c'est, alors partons non pas du vestige, mais partons de l'espace. L'espace, on a un espace dans lequel il y a des éléments qui sont en place, ruines ou vestiges, et on veut créer un espace nouveau. Alors, quel rôle joue la ruine dans ce cas-là? Alors, je parle en particulier d'un espace nouveau, un jardin, qui n'est peut-être pas forcément un espace nouveau, qui est un espace existant, qu'on veut à ce moment-là renforcer dans son rôle de jardin. Et alors, la ruine joue quel rôle? Est-ce que c'est un jeu de mur, un jeu de terrasse? Est-ce que la ruine est un alibi? Est-ce que la ruine est un alibi pour rendre un espace agréable ou pas? Quel est le rôle, au fond, majeur ou mineur? Donc, à mon avis, le jardin est-il un objectif et la ruine un accessoire? C'est là où, à mon avis, les questions se posent. Je vais vous citer un exemple assez amusant. Dans le domaine privé de Louis-Philippe, était le château de la Ferté-Vidame, qui avait été démoli au moment de la Révolution. Et puis, il s'était posé la question, est-ce que Louis-Philippe va se réinstaller dans le château? Mais il était tellement en ruine qu'en fait, il s'est installé dans les communs qui étaient dans l'axe mineur de la composition du jardin. Mais la ruine n'était pas assez ruine. Donc, il l'a un peu démoli pour lui donner un caractère un peu plus romantique. Donc, il y a un retravail de la ruine sous le plan d'un paysage où la ruine est en quelque sorte un accessoire ou un héros maltraité ou mieux traité, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, c'est une chose assez amusante. Donc, la question qui se pose, à mon avis, est bien ça. Qu'est-ce qu'on fait de la ruine? Est-ce que c'est un outil pour autre chose? Se pose évidemment les problèmes de la conservation. C'est la prise en compte de la disparition, le laisser fondre à la façon des romantiques britanniques. Il faut savoir, en fait, qu'une ruine est un état instable, c'est-à-dire c'est imaginer, je vais prendre un terme violent, soin palliatif permanent, constant. On ne peut pas dire un jour on a réparé la ruine, non, il faut y revenir le lendemain. D'ailleurs, je vais en profiter d'ailleurs pour évoquer, non, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est la question de la maçonnerie de sacrifice. On sait bien qu'une maçonnerie, elle fond, quand elle n'a pas ses protections, elle fond. Alors, on la protège par un petit parapluie ou une maçonnerie par-dessus, une maçonnerie de sacrifice. Alors, est-ce qu'on va suivre la forme aléatoire de la ruine ou bien est-ce qu'on va dire, mais après tout, on reconstruit quelque chose
est-ce qu'on lui donne un sens? Est-ce qu'on lui donne un rôle architectural? C'est à ce moment-là qu'on repose légitimement la question de la silhouette, ce dont qui a été évoqué par Paul tout à l'heure. Ou alors, on met un parapluie, mais le parapluie aussi est un volume, donc il a une présence architecturale. Donc, est-ce qu'il faut que le parapluie soit lambda ou risque d'être un peu une ironie sur la ruine, ou bien est-ce qu'on le rend parlant? C'est l'image que Paul avait montrée tout à l'heure sur les parapluies au-dessus des ruines de Cluny, où le parapluie reprend la silhouette, l'altitude et la silhouette des bâtiments qui, grosso modo, étaient à cet endroit-là avant. Donc, ça donne un sens pédagogique, en quelque sorte didactique, à la ruine parlante. Et puis, il y a la troisième solution, évidemment, qui est la meilleure, à mon sens, c'est l'enfouissement. Le meilleur outil de consolidation d'une ruine, c'est la re-enfouir, parce qu'en définitive, on l'enfouit pour la protéger, mais on veut garder le sens, on veut garder les tracés. Alors, par-dessus l'enfouissement, on peut tout à fait construire des tracés avec les outils que l'on veut. C'est ce qui avait été adopté au cimetière de Saint-Denis pour évoquer par-dessus l'enfouissement la chapelle des Valois, qui donc permet de révéler en quelque sorte ce bâtiment. Alors, j'arrête parce que, au fond, en conclusion, je me pose la question, je crois qu'il faut revenir à des idées les plus simples possibles. Qu'est-ce qu'on veut dire? D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire? Se poser la question de qu'est-ce qu'on veut dire? Quel rôle est-ce qu'on veut faire jouer à l'espace et aux vestiges, aux ruines, pardon. La deuxième chose, ce serait de dire, surtout, il ne faut pas être trop bavard. Et il faut laisser, en quelque sorte, rendre sensible sans être trop lourd. J'ai beaucoup apprécié l'approche extrêmement poétique qui a été faite sur Avennes et qui m'amène à... Oui, c'est ça, Avenches. Avenches? Oui. Avenches, pardon. Avenches, oui. Et rendre lisible presque sans parole. Pas besoin d'expliquer ce qu'on veut. Il faut que ça émerge, il faut que ça apparaisse directement. Il faut qu'en quelque sorte, l'œuvre réalisée parle d'elle-même, sans mode d'emploi, sans cartel de présentation muséale. Et puis, je repose en quelque sorte, grâce à Avennes, vous me donnez à Avenches, décidément, je n'ai pas de veine. Et ma conclusion pour finir, ça sera de dire Avenches me fait penser à Thérouanne. Thérouanne, cette ville Thérouanne, ville épiscopale, qui a été détruite par Charles Quint. Il n'en reste de cette ville extraordinaire qu'un le grand champ de Labour, un paysage merveilleux, et qui m'amène à me poser la question sur son sosie d'aujourd'hui, qui est Oradour. Et Oradour, au fond, pose la double question. Oradour, c'est la question de la mémoire. À quoi sert la mémoire? Combien de temps Oradour aura un sens pour les générations qui auront ensuite oublié peut-être ceux qui savaient et qui avaient vu? Et puis, la dernière question que je me pose, bon, il ne faut pas être trop bavard, donc je terminerai par juste ce mot. Est-ce qu'un jour, il y aura un sourire à Oradour? Merci, Benjamin. Je voulais juste, rappeler à Julie Corrado et Julie Morgan qu'il a oublié une étape archéologique importante, peut-être pas archéologique, mais historique, c'est qu'entre les archéologues qui ont découvert le jardin et le travail que vous faites, il y a eu un travail d'architecte aussi important dans les années 78. C'était Jean Saunier qui avait comme... Jean Saunier avait été le premier, architecte en chef des monuments historiques, avait été le premier à traiter les vestiges issus des fouilles. Donc, le premier a essayé de prendre cet ensemble de fouilles pour essayer de lui donner du sens. Et travail extrêmement intéressant. Alors, il y avait eu plusieurs éléments, et il y avait eu justement une question, alors je passerai vite sur un certain nombre de choses,
une question intéressante qui était les questions des niveaux. Et contrairement à ce que vous proposez, qui est qu'on descend dans les fouilles par un grand escalier monumental, à l'époque, l'idée, c'était de créer en quelque sorte un effet balcon de la ville moderne sur la ville ancienne. Et la grande voie avec ses dalles, avec encore les traces de roues de chars, elle passait sous la rampe. Elle passait sous une espèce de balcon. Je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, à Marseille, c'était moi qui étais le collaborateur de Jean Saunier pour l'aménagement du jardin des Vestiges. Bonsoir à tous. Merci de ce complément sur l'affaire de Marseille. En effet, tout n'a peut-être pas été tout à fait dit, mais je crois que Corrado n'est pas non plus le perdreau de l'année. Il savait un certain nombre de choses. Je voudrais que Jean-Michel puisse prendre la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier vivement Stéphanie et Jean-François de m'avoir invité aujourd'hui parce que ce que j'ai entendu jusqu'à présent a un peu valeur pour moi d'électrochoc, utile. Car je dois vous confesser que jusqu'à présent, non compris, bien sûr, j'ai éprouvé à l'égard des jardins archéologiques, prenons cette expression globale et globalisante, de la réticence, de la répulsion et parfois même un profond dégoût. Je dois vous confesser aussi que j'ai été le maître d'ouvrage du chantier du jardin archéologique de la cathédrale de Lyon, qui avait été à l'époque, en 1979-80, considéré comme ce qu'il y avait de mieux en matière de jardin en France, sur le modèle prétendument suisse, d'ailleurs, qui était à l'époque considéré comme la terre promise et l'Arcadie monumentale en matière de vestiges archéologiques. Et je dois dire que ces amoncellements de cailloux poussiéreux, de parapluies, maussades, de bâtiments neufs, minables, de soleil écrasant qui empêchait de rien voir, de pelouses pelées, tout ça me paraissait absolument effrayant et sans compter le taux de sénescence extrêmement rapide de ce genre de choses qui restent toujours d'ailleurs fatalement présents. Et je dois dire aussi pourtant que mes premiers souvenirs patrimoniaux d'enfants, ce sont des souvenirs d'ordre archéologique. Une cité romaine en Algérie, ça m'a fait penser après coup à ce merveilleux roman d'Anatole France sur les pierres blanches, où Anatole France restitue de façon communiste une ville romaine. Je pense au cimetière mérovingien de Civaux, que tu connais sans doute, qui est absolument extraordinaire avec son amoncellement de sarcophages. Et puis derrière, s'est profilé ensuite extraordinaire les réfrigérateurs de la centrale nucléaire. Et je trouve que les deux font extrêmement bon ménage. J'ai eu, je pense aussi à Sensé et à ses restitué par le père de la Croix et à ses gradins du Rofès quand on entendait des opéras. Tout ça me paraissait quand même extraordinaire. Et puis c'est progressivement que d'un sentiment très négatif s'est emparé de moi. J'en ai eu une sorte d'analyse en lisant un passage vraiment très éclairant d'un roman de Maurice Barrès qui s'appelle Le voyage de Sparte. C'est le moment où le voyageur arrive à Athènes devant le Parthénon et un dialogue s'établit entre l'archéologue et le visiteur. On n'en est pas encore arrivé au résultat actuel, celui qu'a connu le jeune Jeanneret quand il est arrivé éperdu de fièvre et d'ouzo pour calmer les maladies tropicales qu'il avait contractées pendant l'époque du lazaret. Et donc, le chantier est en cours. C'est le chantier de Lucien Magne. Et le visiteur dit à l'archéologue: « Ah, vous avez détruit la tour de Moret-Franck.
Vous avez détruit aussi l'ancienne mosquée. Oui, c'est dommage, c'est dommage. Mais peut-être est-ce parce que vous vouliez restituer l'épure de l'architecture du temple de Périclès? Ah non, non, pas du tout, fait l'archéologue. Ce que nous voulons, c'est raser tout cela puis voir ce qu'il y a en dessous. Alors, je trouve que on a vraiment exprimé clairement le rapport entre la science historique ou un excès de science historique et le désir de pittoresque chronologique, civilisationnel, culturel, qui est celui du visiteur. Et là, on comprend bien que tous ces chantiers archéologiques sont extrêmement compliqués puisqu'ils mettent en tension la science d'un côté et un mot qui n'a pas été employé, à mon avis, et qui devrait être considéré comme fondamental, c'est le mot pittoresque. Un jardin archéologique doit être pittoresque. Je pense qu'il est indispensable d'en faire même la véritable finalité. La finalité, ce n'est pas la pédagogie avec ses panneaux qui est lourdement explicatif, ce n'est pas le jardin d'enfants avec ses toboggans. Vous en avez quand même fait un, c'est un peu dommage. C'est réversible. C'est réversible. Enfin, c'est toboggan épouvantable. On n'est pas encore fait. Et pas encore fait. Évitez. Je pense que, en fait, le jardin archéologique, bien sûr, il faut éliminer, bien sûr, il faut un peu restituer, bien sûr, il faut conserver. Je pense qu'il faut surtout boiser et trouver les arbres qui permettent à Civaux, ce qui est extraordinaire. Oui, ce sont ces merveilleux cyprès qui sont là, qui donnent les fanales. C'est un cimetière, Civaux. Donc c'est d'un merveilleux funèbre. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis, ce qui m'est venu à l'esprit aussi en entendant tout à l'heure la communication sur Maréchal, c'est que au XVIIIe siècle, à Nîmes, au temps du colonel Maréchal, les édiles de Nîmes ont un grand dessein. Ils veulent, et cette affaire s'inscrit dans un grand dessein, restituer la grandeur de Némosus, la grandeur de la ville de Nîmes. Bien sûr, les Nîmois y pensaient un peu avant, mais au milieu du XVIIIe siècle, là, ils y ont vraiment pensé. Et leur projet s'inscrit dans ce gigantesque dessin, et ce dessin se substitue à un autre qui disparaît, qui est celui de faire de Nîmes une ville de défense. Et donc, je pense que c'est un modèle à retenir à Marseille en particulier. Quel est le discours municipal que le collectif et des édiles, quel est le discours quand il s'agit de présenter des ruines? Il ne s'agit pas seulement de faire un espace résiduel de 9000 m², il s'agit de rappeler la grandeur de Massilia. Nécessairement, il y a quelque chose à dire de ce point de vue. Une présentation archéologique au sein d'une ville, avec tout d'un coup cette espèce de tension différente qui s'opère dans le tissu urbain. À cause de cela, ça doit se justifier par un projet politique au sens propre. Donc, mes deux mots, ce serait pittoresque et politique. Ça ne va pas toujours ensemble. Enfin, pittoresque et politique. Cher Jean-Michel, on a la sensation que pour toi, les archéologues, c'est un petit peu comme ces enfants qui reçoivent un beau cadeau à Noël et puis qui le démontent en 1000 pièces et ensuite pleurent parce qu'évidemment, tout a disparu, ils ne savent pas le remonter. Bon, bah, l'archéologie, comme une science, c'est une science cannibale, ça c'est certain. Et puis alors, pour le pittoresque, on finit par se demander si le jardin archéologique, finalement, au fond, qu'il soit avec des restes antiques réels ou bien au contraire un jardin pittoresque tel qu'on les concevait au XVIIIe siècle, à ce moment-là, comme le désert de Ré, finalement, il n'y a pas de restes antiques du tout, mais des ruines factices. Et donc, il s'agit
voilà, j'apporte ces éléments parce qu'évidemment, on pourrait évoquer énormément. Quand tu as évoqué Nîmes, je me suis demandé si même les allées Jean Jaurès, puisqu'on les appelle comme ça, cette avenue triomphale, en rapport avec le jardin de la Fontaine, n'allait pas présider même à une démolition peut-être de l'écusson du centre historique initial, qui serait absorbé dans les contre-allées de ces avenues triomphales. Mais je ne voudrais pas parler trop. Je souhaiterais que peut-être parmi les autres intervenants, ou bien que peut-être dans la salle, si des questions se posent, n'hésitez pas à les formuler. Est-ce que éventuellement on a également peut-être le chat il n'y a pas pour l'instant, c'est ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à ces sujets? Oui, si tu veux, tu prends je crois qu'il est baladeur. Voilà. Corrado de Julie Morgan, qui, pour ceux qui prennent en cours de route, nous a présenté le cas ce matin du jardin des vestiges à Marseille. Vous voulez justement prendre appui sur votre remarque. Parle dans ton micro, s'il te plaît. Voilà. Prendre appui sur votre remarque. Le cas de Marseille est particulièrement intéressant, me semble-t-il, parce qu'il se positionne, il raconte une évolution de l'approche, y compris politique, de la permanence historique de la ville contemporaine. C'est vrai, je n'ai pas évoqué Saunier. Quand Saunier intervient, il arrive après ce marasme de cette opération qui fait descendre Malraux et qui sauve un tiers de la surface. Et il traite ce fragment comme un fragment. À l'époque, les musées rentrés par le centre commercial, tout était isolé. C'était un vrai fragment. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, elle est différente. L'injonction paradoxale de faire comprendre un fragment à l'intérieur d'une échelle urbaine, voire territoriale, de surcroît au port antique, où on a fondamentalement des vestiges d'infrastructures, un port, des remparts, une voie. Donc, ces deux échelles doivent arriver à habiter. C'était un peu la commande publique de la mairie, celle qui a commandé les ports antiques, était de réintégrer ces fragments dans les aménagements de la ville qui venaient de refaire les vieux ports avec les grands projets donc, de Foster au moment de la capitale de la culture et qui venaient de donc, générer une nouvelle organisation, présentation de cette ville de Marseille qui avait été objectivement très délaissée jusqu'à là. Donc la demande était de les réintégrer dans ces circuits urbains et de faire ces fragments la pièce d'un ensemble et en même temps la première salle de ce musée nouveau aussi de la ville de Marseille. Donc, comment dire, remettre les fragments à la fois dans la ville et à la fois dans les musées. C'était un peu la commande, qui est une commande extrêmement contemporaine. Ce qui est intéressant à Marseille, c'est qu'en ce moment, il se pose la question de la corderie. Vous savez, de la corderie. Ah, la corderie. Les fameuses carrières du VIe siècle avant notre ère, qu'on est très fragmentées par une opération immobilière affreuse, et qui perturbe complètement les dispositifs hydrauliques. Aujourd'hui, la question qui se pose est la conservation de ces carrières éminemment importantes d'un point de vue de l'histoire et de l'archéologie. Et vous avez raison, M. Mouton, ça passe forcément, dans les cas spécifiques de surcroît, par l'enfouissement. Et en même temps, l'enfouissement n'est pas si simple que ça à faire. Pas techniquement, mais d'un point de vue de qu'est-ce qu'on veut raconter, des valeurs qu'on veut faire de cela. Et enfouir ces carrières après les grands débats et les polémiques qu'il a eues est très vite aperçu comme mettre la poussière sous les tapis. Alors qu'on sait très bien que c'est la seule façon de les sauver. Donc la demande aujourd'hui politique est de dire, mais nous ne voulons pas les enfouir, on veut les voir, on veut les fréquenter, on veut amener les gens des quartiers nord, qui ont une sensibilité au pittoresque tout à fait relative. Donc, comment on arrive à faire cohabiter cette injonction de conservation et une objective demande politique de partage, y compris après ce qui s'est arrivé. Donc, c'est toujours très complexe. Alors,
vous avez eu comme professeur, vous m'avez dit il faut répondre au cas par cas, alors que je venais d'une Italie, comme on dit, pétrie de doctrine. Et je pense que c'est tout à fait la problématique. Mais aujourd'hui, la question est celle de la question contemporaine de la ruine dans la ville et dans la médiation contemporaine. Il est certain, ce que tu mets en évidence, l'embarras des édiles, bien souvent, quand on découvre le cas, par exemple, le cas que je viens de constater à Aurillac, par exemple, où on a découvert en contrebas de Saint-Géraud la cathédrale de cette ville, là où on voulait construire un équipement du logement social, pas de catastrophe, toute une nécropole, enfin tout ça. Et donc, et la décision qui a été prise, c'est un de vos collègues qui travaille là-dessus, de l'agence Dufour Antoine. Eh bien, l'enfouissement a été décidé et sur la base de cet enfouissement, alors, une évocation d'un cloître, de parcours, c'est très intéressant. Mais en effet, c'est enfouir, ça a été relevé, ça a été analysé, photographié, documenté, mais enfin, on recouvre tout pour faire autre chose. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Paul, je crois. Oui, je pense que toute cette question des aménagements archéologiques nous amène quand même à se demander ce que c'est que l'archéologie. Donc l'archéologie aujourd'hui, c'est beaucoup de monde, des sommes tout à fait considérables. Et comment on justifie tout ça au regard de tout un chacun, du citoyen moyen. Donc je pense que le principal argument de ce déploiement de la science archéologique, c'est l'argument qu'il ne faut pas... il ne faut pas perdre de la matière archéologique. Donc, si on va créer des fondations, on découvre une matière archéologique, il faut la traiter, il faut la connaître. Donc, c'est la justification première aujourd'hui de l'existence d'un continent archéologique relativement important. Mais après, on peut se demander quel est le but de l'archéologie. Donc, les archéologues font des rapports très épais, très intéressants, qui intéressent les commissions spécialisées, ils lisent entre archéologues. Je ne connais pas tellement de non-archéologues qui lisent ces rapports. Et puis, quel est le but? Alors, comment est-ce qu'on restitue à tout un chacun, au moins aux amateurs, peut-être à des gens comme nous, comment on restitue une parcelle de cette science archéologique? Alors, je pense qu'il y a deux voies. Il y a premièrement la vulgarisation, comment on passe d'un gros rapport très épais et pas très drôle à lire à quelque chose qui est compréhensible et qui est relativement simple à comprendre. Donc ça, c'est très intéressant, les expositions archéologiques, un musée qui montre quelques maquettes de ce que c'était, c'est tout de suite très parlant, c'est très intéressant, effectivement. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement de présenter des vestiges. On ne peut pas présenter tous les vestiges, mais il est évident qu'un vestige se défend, comme il est dit tout à l'heure, dès lors qu'il a passé 20 ans à l'air, c'est difficile de l'enfouir. Et ces vestiges vont permettre de comprendre que voilà, il y a une source archéologique, c'est relativement important, il faut en tenir lieu. Mais après, je suis complètement d'accord sur le fait que les vestiges doivent servir à autre chose que simplement 3 panneaux. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Michel Legnaud, qu'il faut absolument faire de la ruine pittoresque, il faut absolument que ça puisse servir à quelque chose. Et il faut vivre avec l'archéologie. Et je crois beaucoup, je l'ai senti très fort à la Charité-sur-Loire, mais je crois beaucoup à la proximité d'une population avec son patrimoine de façon mais complètement charnelle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que des gens qui ont toujours vécu dans un lieu très chargé en histoire sont très sensibles à ce lieu, mais pas du tout sur le plan historique, pas du tout sur un plan intellectuel. Simplement, voilà, c'est leur bain habituel et leur bain quotidien. Et ça, je pense qu'il faut en prendre conscience, il faut beaucoup l'encourager et puis le développer quand on peut. Mais il me semble qu'il faut se poser la question vraiment, comment est-ce que l'archéologie peut arriver au grand public et comment on peut justifier des dépenses somme toute considérables, publiques ou privées, qui sont faites autour de l'archéologie. Merci, Paul. Je crois qu'il y a la parole à madame qui est dans le fond de la salle. Est-ce qu'il y a moyen est-ce que c'est possible de... Est-ce que tu sais le joystick c'est fait? Je voulais juste faire une note. On vous écoute. Est-ce que vous présentez peut-être Merci, c'est plus agréable de se savoir. Eugénie Duché, je suis architecte spécialisée en jardin historique, patrimoine, paysage, une ancienne du master. J'ai notamment pas mal étudié les jardins de La Fontaine à Nîmes et je voulais juste apporter un complément d'information. C'est vrai que c'est quand même exceptionnel ce qui a pu se passer à Nîmes, mais il y a aussi un contexte qui n'est pas seulement celui de l'archéologie. Il y a un contexte politique certain, mais il y a aussi l'approche de la ville face à son patrimoine. C'est une ancienne province romaine, ce n'était pas une colonie.
Et donc, les Nîmois ont toujours été très fiers de leur patrimoine et ont toujours cherché à le conserver d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas les seuls vestiges qu'il y a à Nîmes, comme vous le savez. Et aussi, c'est une ville qui a pas mal souffert de la peste au XVIe siècle, XVIIe siècle. Et grâce justement au déplacement de la papauté à Avignon, a pu avoir ensuite tous ces Italiens de soieries permettre en fait aux Nîmois de développer leur industrie après sur ce domaine-là. Et c'est vrai qu'au XVIIIe, ils ont un souci d'approvisionnement en eau à la suite d'un assèchement du cours d'eau. Et ils ont fait appel, en fait, cette information est montée jusqu'à Paris pour leur dire on a besoin de faire des travaux par les lettres de potence, etc., etc. Donc, en fait, il y avait cet enjeu politique, aussi social, parce que la ville, grâce à cette industrialisation, a pu aussi grandir. Mais dans l'enceinte médiévale, la population, en une centaine d'années, donc entre 1630 et 1730, a doublé. Et il y avait un certain nombre de faubourgs aussi qui s'étaient construits comme ça autour de l'enceinte médiévale. Donc, cette folie qu'a pu apporter Jacques-Philippe Maréchal s'inscrit aussi dans ce besoin de répondre à des soucis économiques, donc pour permettre à l'industrie de soierie et de laine de perdurer, aussi d'urbanisation de la ville, et aussi, quand ils ont découvert les vestiges, de se dire « Ah, c'est un patrimoine qu'il faut conserver ». Et c'est dans ce cadre-là aussi, dans tout ce contexte-là, la complicité face à la fois de la population et aussi des personnes qui répondent à ce genre de projet. Merci de ces compléments, parce qu'en effet, c'était pas seulement pour le respect pour les ruines. Enfin, il y avait un élément majeur. Il y avait une source, c'est du génie civil. Donc ensuite, il s'est trouvé qu'il y avait Jacques-Philippe Maréchal qui avait cette sensibilité assez, mais c'était crucial. Donc à cet égard, je crois que le pont du Gard a servi jusqu'au début du XXe siècle. Hein, donc n'est-ce pas, hein, voilà, on est dans des choses très sérieuses. Donc l'entretien du pont du Gard, en effet, fait partie de. Merci beaucoup de ce complément. Et je crois que Caroline Millot voulait dire quelque chose, mais ensuite je te donne la parole. Et encore, tout le monde veut parler. Ben, c'est très bien. C'est une table ronde. Excusez-moi. Je voulais quand même signaler du coup que Nîmes était une colonie romaine, puisque sur les inscriptions, il y a écrit Col, Nem, qui sont les abréviations de colonie. Ça varie selon les empereurs, je crois. D'accord. Bon, ben, enfin, voilà. Merci, merci. Alors, voyons, Jean-Michel, qui voulait dire quelque chose? Oui, juste deux petits mots. Je voulais dire que Paul Barnoux a tout à fait raison d'insister sur l'évolution épistémologique de l'archéologie, de son passage de l'archéologie monumentale à l'archéologie matérielle, parce que autant les éléments de l'archéologie monumentale peuvent se conserver, autant ceux de l'archéologie matérielle sont extrêmement diffus et d'une durabilité très faible. Je voudrais aussi, ce qu'a dit Corrado m'a fait penser à ce qui s'est passé à Lyon dans les années 1930, du temps de ce maire extrêmement cultivé qui était Édouard Herriot. C'est-à-dire, finalement, geler un terrain dans la ville pour y faire de l'archéologie, c'est évidemment un énorme sacrifice, à la fois pour la collectivité et pour le public. Mais ce sacrifice peut être extrêmement rentable, entre guillemets, à long terme. Si Herriot n'avait pas lancé le programme de réhabilitation, restitution de Fourvière, Lyon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ça c'est clair. Quand on prend l'autoroute, on voit bien que l'identité lyonnaise, c'est la gastronomie plus Fourvière. Ce n'est pas autre chose, c'est ce que tout le monde observe. Donc, Lyon sans Fourvière existerait mal. Je pense que un décideur aujourd'hui devrait penser à cet exemple qu'a donné ce très très grand décideur qui était Édouard Herriot. Merci Jean-Michel. Je crois que Benjamin, tu voulais ajouter un petit quelque chose, n'est-ce pas? Pardon. Oui, deux mots. Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, dans le jardin archéologique, on est en face à un double mouvement. En fait, on est deux mouvements contradictoires. Celui de la ruine qui a tendance à fondre et disparaître, et celui du jardin qui tend à... C'est du végétal, donc il grandit, grossit, change d'échelle.
Et là, on est dans, quand on crée le jardin archéologique, on est dans un moment donné qui est instable puisqu'il va se changer dans l'histoire et dans le temps qui va passer. Alors ça, c'est une chose amusante puisqu'en définitive, on se rend compte que ce qu'on avait cru comme étant une échelle équilibrée, tout d'un coup se transforme. Et alors, juste une chose aussi pour en revenir au jardin de Marseille, les photos que vous avez montrées tout à l'heure, mais je n'ai pas du tout reconnu. Les photos du jardin des vestiges, je n'ai pas du tout reconnu parce que moi, tel que je l'avais laissé, si je peux me permettre l'expression, il était beaucoup plus propre que les photos que vous avez montrées dans l'état où vous l'avez retrouvé. Donc, ça pose réellement le problème. Ça pose un réel problème. Ça pose le problème de l'entretien et de la transformation de l'image idyllique qu'on veut donner au moment de la fin du projet et du début de l'ouverture. Et puis, 10, 20, 30 ans après, je pense que ça, c'est un élément de mesure du temps qui passe qui est absolument indispensable, tant pour le vestige que pour le jardin. Non, mais ils sont pénibles, ils règlent leur compte. Florence Babix, si tu veux bien parler dans un micro, s'il te plaît. Je rebondir sur la distinction effectivement que Benjamin signalait entre vestiges et ruines. Ça rejoint notre discussion avec Stéphanie de Tourcoing d'hier, groupe patrimoine mondial de l'UNESCO, d'ICOMOS, sur le paysage maritime des ruines, enfin qui ne sont pas encore des ruines, des pontons de débarquement d'Arromanches, qui sont actuellement des vestiges et qui inévitablement vont devenir des ruines. Et donc, on n'a pas de guide, on n'a pas de solution, on se pose la question de ce qu'il faut en dire, ce qu'il faut en penser et surtout comment agir. Voilà, donc c'était une question finalement très, très importante. Merci Florence. Je souhaiterais que peut-être parce que nous avons des étudiants, que ce soit ceux de Paris 1, que ce soit ceux de Versailles, n'hésitez pas à prendre la parole pour dire des choses et voilà, si vous le souhaitez, n'est-ce pas? Oui. Monsieur. Un commentaire. Attendez qu'on vous donne un micro si vous le voulez bien. Et de cette manière, grâce au joystick, je crois que nous sommes même en mesure. Ce n'est pas une question, mais plutôt une remarque. Voilà. Dites-vous, oui, vous êtes un professionnel. Alors, je suis un ex-professionnel. Voilà. Mais je suis étudiant dans le master JHPP. Donc voilà, on peut avoir une deuxième vie après sa vie professionnelle. Et moi, j'étais très, très intéressé par ce qui a été dit sur la mémoire. Sur ce que vous avez dit, je crois, Jean-Michel Legnaud, sur la mémoire et sur le fait jusqu'à quand va-t-elle garder du sens pour les contemporains. Je pense que votre intervention, Françoise Babix, repose la même question. Aujourd'hui, bon, la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore relativement proche, mais qu'en sera-t-il dans 100 ans ou dans 150 ans, même si évidemment, c'est un événement qui n'est pas tout à fait de la même nature que l'exemple que vous avez donné, Jean-Michel Legnaud, que je connais d'ailleurs, d'Oradour-sur-Glane, puisque c'est un petit événement qui a une portée symbolique au sein d'un événement, bien entendu, beaucoup plus grand. Et moi, je souhaiterais que vous redéveloppiez un peu ce thème, parce que je pense que c'est un thème qui est en fait en toile de fond de tout ce qui est dit. Et aujourd'hui, ce que je peux observer, moi, en tant que citoyen, c'est qu'il y a une tendance à la patrimonialisation, voire à la sacralisation de tout ce qui est ancien. Et ce qui pose aussi tout un tas de problèmes, parce que la vie doit aussi continuer, elle doit aussi s'inscrire comme ça. Et ces démarches-là sont des démarches qui n'ont pas eu lieu de tout temps. Finalement, c'est une démarche qui est relativement récente. Enfin, on voit dans tous les édifices anciens qu'ils ont réemployé des tas de choses, qu'ils ont réinscrit tout ça dans une période plus contemporaine. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et que si vous voulez le redévelopper ou en redire un petit mot, personnellement, ça m'intéresserait énormément. Merci de cette intervention, mais il se trouve que Christophe Amsler a envie de prendre la parole. Est-ce que je me trompe? Oui. Peut-être pour répondre ou pas. Moi, je trouve que c'est important, cette remarque est importante parce qu'on a parlé beaucoup du contenu de l'archéologie en termes de vestiges, une première catégorie, ou en termes de ruines, une seconde catégorie.
Et puis, je pense qu'on peut être aussi très, très sensible à une troisième catégorie, peut-être qui sont toutes ces survivances qui remontent à la nuit des temps et qui font aussi partie du contenu archéologique. Moi, j'avais pensé, Jean-François a parlé de l'amphithéâtre de Nyon, où pendant 2000 ans, on a fait un contour dans la ville de Nyon, sans savoir qu'on contournait l'amphithéâtre. Ou alors, c'est comme une partie du quartier de la ville de Marseille qui est toujours structuré par le grand Décumanus, je ne sais pas si c'est le Cardus, etc., sans qu'on le sache. Et en fait, c'est une présence qui replonge jusque dans l'Antiquité. Moi, j'ai remarqué à Avenches qu'au fond, un des agriculteurs de Avenches labourait un champ qui est exactement celui du Forum. Donc, ça fait 2000 ans qu'on passe la charrue aux mêmes endroits. Et donc, ces espèces de résistances qui traversent comme ça les siècles font aussi presque une catégorie archéologique dont on ne se rend pas compte. Et au fond, l'idée, ce serait peut-être aussi d'étudier cette espèce de... Oui, au fond, ces permanences. Moi, je suis très sensible. Moi, je sais qu'on n'a pas vraiment... n'est pas de bon goût d'aimer les historiens de la fin du 19e siècle, de l'école méthodiste ou néopositiviste, mais disons que moi, je suis très inspiré par ces historiens-là qui créent d'abord les éléments qu'ils appellent les faits d'historique, qui sont bien nettoyés, proprement critiqués, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après avoir établi toutes ces espèces de petites tesselles, comme ils disent, ils construisent, ils mosaïquent au fond l'histoire. Ils font des grands paysages à la base de cette matière première qui sont les faits historiques. Et je pense que pour répondre aussi à ce que disait Madame Babich tout à l'heure, le projet au fond de traiter de ces éléments archéologiques, c'est de jouer avec ces tesselles qui sont de toute nature, des ruines, des vestiges, des survivances, des résistances, et puis de composer avec ça, comme il disait à la fin du 19e siècle, en mosaïque, un nouveau projet. Enfin voilà. Donc je pense que cette catégorie-là, qui est celle des pratiques et des usages qui durent à travers les siècles, est très très importante parce qu'on ne se rend pas compte que, d'une certaine façon, on est encore des Romains. Enfin, je veux dire, il y a... Est-ce l'occasion de mentionner la récente association des archéogéographes qui a été fondée il y a 2 mois et qui prend l'ampleur et fédère de plus en plus d'études qui permettent vraiment d'intervenir dans les villes, effectivement, de faire de nous des Romains du XXIe siècle. Donc, cette association récemment fondée. Et je crois que peut-être encore Nicolas Détry voudrait dire un petit quelque, mais on donnera la parole à Benjamin avant, puisque Benjamin voulait réagir. Oui, Nicolas Détry, donc architecte de Lyon. Oui, Nicolas Détry, architecte du patrimoine et maître de conférence à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et oui, j'ai beaucoup aimé ce que disait Florence Babix par rapport à José Plečnik, parce que je suis un passionné de José Plečnik depuis très très longtemps. Par rapport aux différentes interventions de ce matin sur la question de l'archéologie, de son rapport avec la ville, avec la promenade architecturale, avec les jardins archéologiques, je me disais qu'il y a le lien entre l'archéologie, l'histoire de l'architecture et l'urbanisme. Enfin, c'est des liens très forts, évidemment, on le sait, mais il y a la figure de José Plečnik est pour ça extrêmement importante, un peu isolée, un peu unique au monde, d'une certaine façon. Mais on pourrait peut-être penser à Clériceau, c'était comment son prénom? Louis Clériceau. Charles-Louis Clériceau, j'avais oublié son prénom. Charles-Louis Clériceau, qui était un peintre, un architecte, et ses peintures et ces gravures de la Rome antique vont avoir une influence sur Robert Adam, ils vont ensuite aller à Split, etc. C'est une histoire absolument incroyable. Dans une influence sur l'architecture anglaise jusqu'en Russie, etc. Donc, les dessins et les peintures de Clériceau, la chambre des ruines à la Trinité des Monts, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est dans une chambre et entouré de ruines et on voit le ciel. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, Clériceau, ensuite Plečnik, finalement, qui va à Rome, puisqu'il dit je suis slave, mais j'ai besoin de passer par Rome pour devenir architecte. C'est ça puis ça devient un architecte absolument sublime. Et d'une certaine façon aussi, Tony Garnier.
Je trouve qu'on pourrait mettre ces trois personnages dans la même ligne. Tony Garnier va à Rome avec le prix de Rome. Ça l'embête un petit peu de faire les relevés des monuments antiques. Il est obligé de le faire. Alors, il fait ça un peu de manière un peu bâclée pour faire plaisir à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis ensuite, il rêve de sa cité industrielle. Mais d'une certaine façon, grâce au soutien d'Édouard Herriot, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais d'une certaine façon, Édouard Herriot a marqué la ville de Lyon, où j'habite, un petit peu comme Plečnik l'a fait pour Ljubljana. Et tout ça vient de l'archéologie, enfin, de liens très forts entre archéologie, histoire de l'architecture, urbanisme. Donc, merci de ces ouvertures, mais on vous entendra tout à l'heure, parce que je vois que malheureusement, on doit en fait clore, parce qu'il est 13 heures, et je suis désolé de pas laisser, mais nous vous entendrons tout à l'heure, et avec plus de... Voilà, je crois que nous... À moins... Oui. Très brièvement, parce qu'on doit vraiment partir. Oui. Très brièvement, la question d'Oradour-sur-Glane. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir les actes des entretiens du patrimoine sur le thème « Faut-il restaurer des ruines ?» Ah oui, bien sûr. Dans lequel la question d'Oradour avait été évoquée. La mémoire à Oradour, elle est active, voire même encore plus, mais je ne vais pas jouer sur les mots, pour ceux qui ont entendu parler des survivants, ou quelques survivants témoins. En aura-t-elle encore autant d'impact pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et dans ce cas-là, à quoi sert la mémoire? Faut-il s'accrocher à la mémoire par un effet de tout patrimonialiser? Faut-il garder de la mémoire juste les éléments de trace pour continuer à construire le demain, etc. Donc, toute la question est bien aiguë. Moi, j'ai fait le parallèle entre Thérouanne, d'une part, et Oradour-sur-Glane, parce que c'est exactement le même exemple, à quelques siècles d'écart. Merci, Benjamin, de cette mot de la fin, si je puis dire, pour cette matinée seulement, puisque nous allons reprendre nos travaux. Je parle peut-être pour les internautes qui nous écoutent. Je crois qu'on va prendre un petit quart d'heure de retard. Voilà. Merci infiniment. Merci de votre présence et à tout à l'heure pour ceux qui nous font...